Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien? Est-ce que c'est votre première fois à l'auditorium de la Province Sud? Non, effectivement, je reconnais des habitués défenseurs de notre très bel environnement. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir encore ce soir dans le cadre de nos conférences Sénature, en partenariat avec l'IRD. Nous sommes très heureux puisque ce soir, nous allons célébrer avec vous les récifs coralliens. Nous allons les célébrer parce que d'abord, c'est l'année des récifs, l'année 2018. Alors c'est la 3e fois qu'une année est consacrée aux récifs coralliens. Et puis c'est aussi les 10 ans du classement d'une grande partie de nos lagons et récifs au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un projet qui maintenant date de 2008, qui a fait ses preuves, qui a permis une conservation, une protection de notre patrimoine naturel exceptionnel. Et j'en profite pour tous vous inviter à l'événement que la Province Sud portera le 8 juillet, date de l'anniversaire de l'inscription, qui aura lieu à Lansvata avec l'ensemble des partenaires, ceux qui étaient à l'origine du projet. Et je les cite, c'est notamment le Sénat coutumier et l'association Corail Vivant, qui à l'origine en 2004 avait porté ce beau projet, repris ensuite par une volonté politique très forte de l'ensemble des partis, mais aussi par la société civile. Et nous serons présents aux côtés de ces partenaires, mais aussi de tous ceux qui nous ont rejoints ensuite pour faire vivre ce projet. Alors les récifs coralliens, je vais en dire quelques mots. Pourquoi les mettre à l'honneur? Pourquoi sont-ils si importants? Alors d'abord, je crois que c'est une protection physique, naturelle, contre l'érosion qui est indispensable, notamment sur les territoires insulaires comme on l'est nous aujourd'hui. Et puis c'est aussi un garde-manger qui parfois est essentiel, notamment pour les communautés insulaires, mais c'est aussi un réservoir de diversité extraordinaire. 25% de la biodiversité marine est abritée par nos récifs coralliens. Et in fine, c'est aussi, quand on sait les mettre à l'honneur et les valoriser et les protéger, une richesse économique formidable. Je crois que l'IFRECOR avait estimé les services rendus par les récifs en Nouvelle-Calédonie entre 23 et 38 milliards, il me semble. Donc ce n'est pas négligeable et c'est important, je crois, aujourd'hui de chiffrer ces services écosystémiques qui sont rendus par ces récifs. Alors finalement, je dirais que la Nouvelle-Calédonie est en elle-même un enjeu mondial en matière de protection et de valorisation de ces récifs. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie est elle-même un enjeu? D'abord en termes de surface. En termes de surface de récifs coralliens, la Nouvelle-Calédonie, c'est 40 000 km de lagons et de récifs. Il faut savoir que la France, les récifs français dans leur ensemble, outre-mer compris, c'est 55 000 km². Donc vous voyez que la Nouvelle-Calédonie, finalement, représente 70% des récifs français. Donc c'est un enjeu pour la France, mais c'est aussi un enjeu mondial, puisque c'est 7% des récifs mondiaux qui sont en Nouvelle-Calédonie. Et pas n'importe quel récif. Je sais que vous le savez, on en parlait tout à l'heure. 1,5% des récifs à la surface de la Terre sont dits pristines, en état parfait de conservation. Et en Nouvelle-Calédonie, nous en abritons 30%. Donc il y a un enjeu en termes de surface, en termes de qualité, de préservation de ces récifs, en termes de biodiversité qu'ils abritent, 350 espèces de coraux, 1600 espèces de poissons. Mais c'est aussi un enjeu, je dirais, en termes de projets exemplaires pour leur conservation. Je parlais tout à l'heure du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a été un véritable projet identitaire pour la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il a réussi à réunir l'ensemble des communautés, de la société civile, qui tous ensemble ont réussi à porter un projet dans un objectif commun, celui de préserver notre patrimoine naturel. Donc finalement, les récifs, non seulement ils sont importants pour la biodiversité, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques dans l'assistance, mais c'est aussi important d'un point de vue social, parce que pour les Calédoniens, c'est une référence identitaire, les récifs. Voilà, donc je crois que pour toutes ces raisons, la Nouvelle-Calédonie est un enjeu mondial en matière de récifs,
Et si elle ne l'est pas encore, à nous de faire en sorte qu'elle le soit et que la parole des récifs calédoniens soit portée au-delà de nos récifs. Alors avec l'IRD, au travers de ces conférences Sénature, on essaie justement de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux liés à la préservation des récifs, mais aussi à l'importance du rôle joué par la Nouvelle-Calédonie dans l'échiquier mondial. On essaie de le faire au travers de ces conférences et on souhaite que les scientifiques ce soir puissent être le plus accessibles possible parce qu'on a dans la salle certainement un public d'initiés, mais on a aussi le grand public qui vient s'informer et je vous félicite pour ça. C'est important de pouvoir comprendre les enjeux pour ensuite mieux protéger. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. J'espère ne pas avoir été trop longue. Nous avons 2 invités de marque ce soir, c'est Claude Perry et Laurent Vigliola. Et je vais laisser la parole à l'IRD, Amina, qui va se faire un plaisir de vous les présenter. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Nina, pour cet accueil chaleureux, cordial, comme toutes les conférences Sénature. Alors, la conférence de ce soir va donc se répartir en 2 sessions. Une première partie avec Claude Perry et Catherine Sabineau. Claude Perry, directrice de recherche à l'IRD, spécialiste des algues, et Catherine Sabineau, ethno-écologue. Et elles vont nous présenter le petit bijou de l'année, celui qu'on espère être le best-of. C'est le livre Nouvelle-Calédonie, archipel de corail, qui va rassembler en 5 grands chapitres exactement les grandes thématiques qui ont été présentées par Nina tout à l'heure. Les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie, en quoi effectivement ils méritent d'être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, comment est-ce qu'ils ont été formés, qui sont les habitants qui y habitent, pourquoi est-ce que c'est important, y compris pour les valeurs et les symboles qu'ils abritent. En deuxième partie, on va vous faire une plongée en vidéo dans ces fameux récifs avec 2 documentaires de 20 minutes qui vont être présentés par mon collègue Laurent Vigliola. Le premier justement sur les récifs pristines. Qu'est-ce que ça veut dire que ce petit mot-là, qui est pourtant joli, hein, pristine, et le lien avec des habitants qui peuvent expliquer et refléter leur état de santé que sont les requins. Donc je laisse la parole à Claude. Merci Nina. Alors il faut se mettre, je crois que je vais me mettre là. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre venue et votre participation à ce que l'on souhaite être, c'est-à-dire la présentation de cet ouvrage, ouvrage collectif. Moi je tiens beaucoup à ce terme-là et on va faire ce travail avec ma collègue Catherine Sabineau, donc qui assurera avec moi-même la présentation du contenu de cet ouvrage. Et je voudrais associer donc à Catherine Pierre-Alain Pans, donc qui est le coéditeur de cet ouvrage et qui évidemment sent son acharnement, parce qu'il a fallu de l'acharnement et vous verrez pourquoi. Eh bien ce soir on ne serait pas réunis et je n'aurais pas cet immense plaisir et cette émotion, parce qu'il y en a, parce que quand on réunit 106 auteurs pour réaliser un ouvrage qui porte sur cet objet unique que sont les récifs calédoniens, eh bien, il fallait s'y atteler. Donc voilà, donc merci à Catherine et à Pierre-Alain d'être à côté de moi ce soir. Alors pourquoi ce livre et comment il est né ? Il y a toujours un début d'une histoire. Alors l'histoire, Nina l'a rappelé tout à l'heure, eh bien, c'était ne pas rater cette 3e année internationale des récifs coralliens, donc l'année 2018. Vous avez le sigle en anglais, hein, International Year of Reef, donc en 2018. Et ne pas rater, parce qu'il se trouve que le calendrier tombait ainsi aux 10 ans du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à ces 2 événements, eh bien, un tabouret, c'est plus solide qu'une échelle. Le 3e pied, eh bien, ce sont les 4 ans du parc naturel de la mer de Corail, qui a fêté ses 4 ans en avril dernier, et les 10 ans seront fêtés le 8 juillet prochain. Donc pour ces ensembles de raisons, pour ces 3 bonnes raisons, eh bien, nous avons décidé
au sein de l'IFRECOR, qui est l'initiative française pour les récifs coralliens, que la contribution de la Nouvelle-Calédonie soit cet ouvrage. Alors cet ouvrage, c'est un ouvrage, comme je l'ai dit, collectif, qui va paraître, qui doit naviguer vers nous, qui devra arriver, je crois, le 29, mais Pierre-Alain vous en dira un petit peu plus tout à l'heure, et qui, j'espère, sera disponible courant juillet. Donc cet ouvrage a pu être réalisé parce qu'on a été capable de réunir un comité de coordination scientifique pluridisciplinaire, ce qui est suffisamment rare pour être souligné ici. Et vous avez donc les 5 coordonnateurs qui ont bien voulu s'associer à mon projet, au début un peu délirant, mais vous voyez qu'il n'était pas si délirant que ça puisqu'il a vu le jour. Donc Bernard Pelletier, qui est absent, mais avec nous par la pensée, qui a été coordonnateur d'une des parties, Jérôme Aucan et Éric Vidal. Donc nos 3 mousquetaires nous ont lâchés et ce soir, on est en pleine parité avec Catherine Sabineau pour aller jusqu'au bout de cet événement. Alors, comme je vous le disais précédemment, cet ouvrage est une coédition entre les éditions Solaris que tout le monde connaît ici, donc une édition installée en Nouvelle-Calédonie, et les éditions IRD, donc qui sont, elles, installées à Marseille. Alors, cet ouvrage, que vous avez un exemplaire donc, ici, c'est un ouvrage qui réunit la participation de 106 auteurs, 106 auteurs qui viennent à la fois du monde de la science, mais également du monde des collectivités, des personnes qui ont en charge la gestion, la préservation de ces milieux. Donc c'est quelque chose de suffisamment, unique pour le soulever. C'est un véritable dialogue que l'on a voulu et qui s'est effectivement installé entre ces communautés. Donc ces 110 auteurs ont produit 288 pages et ces pages se répartissent en 5 parties qui regroupent 46 chapitres et 34 encadrés. Les encadrés étant des choses que l'on a mis en exergue, des points un petit peu particuliers sur lesquels on voulait attirer l'attention du lecteur. Et évidemment, cet ouvrage, c'est un très bel ouvrage et ça, on le doit en partie grâce au côté artistique, au photographe qui est Pierre-Alain Pantz, et je voudrais lui rendre hommage ici et rendre hommage également aux autres photographes qui nous ont donné de façon tout à fait confiante et généreuse un ensemble de photographies. Donc ce sont ces 265 photographies qui viennent donc illustrer cet ouvrage et on va essayer de vous les faire découvrir au fur et à mesure du défilement de ces diapositives. Alors vous savez, un ouvrage, ça a une première de couverture, c'est celle que vous avez ici, puis ça, une 4e de couverture. Alors dans la 4e de couverture, pourquoi est-ce que je vous la présente ici? C'est surtout pour insister sur, pas le texte ici, là vous aurez l'occasion de le lire, mais le partenariat et montrer à quel point ce partenariat avec évidemment le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le CEN, qui a en charge les espaces naturels et en particulier le patrimoine mondial, l'IFRECOR qui nous a donc qui a retenu ce projet comme une action à inscrire au plan national, le parc naturel de la mer de Corail, donc ces partenaires qui sont pour nous de véritables partenaires et qui représentent finalement toute la communauté qui a en charge à un moment donné la gestion et la préservation de ces récifs. Évidemment associés donc l'IRD et l'UNESCO puisque une partie de ces récifs sont sous label UNESCO. Alors, Nina vous l'a dit tout à l'heure, elle a fait un magnifique plaidoyer, donc je n'ai pas besoin de revenir ici, mais on vous présente ici donc la préface. Pourquoi ? Parce que le titre montre l'intérêt que l'on a à porter une attention particulière à ces récifs et notre PDG qui a bien voulu, donc le PDG, le professeur Jean-Paul Moati, PDG de l'IRD, a bien voulu en faire la préface, a intitulé sa préface « Une impérieuse urgence ». Alors urgence à quoi ? Urgence d'abord à être sensibilisé à ce que sont ces récifs, urgence à faire en sorte de les préserver, urgence à faire en sorte de pouvoir en jouir aujourd'hui et léguer quelque chose d'aussi sympathique pour les générations futures. Alors évidemment, je ne vais pas vous lire tout ça, vous le lirez quand vous aurez les ouvrages entre les mains. Alors à cette impérieuse urgence, l'avant-propos qui a été fait par notre directeur à l'IRD montre que
parallèlement ou en même temps qu'il y a une urgence, ces récifs, eh bien, c'est le socle d'une société, notamment en Nouvelle-Calédonie, une importance dans le monde kanak, mais également une source de bio-inspiration, c'est-à-dire que ces récifs et ces lagons, eh bien, sont porteurs d'espoir pour le développement de la Nouvelle-Calédonie, et c'était, me semble-t-il, important de le rappeler ici. Alors, cet ouvrage est réparti en 5 parties. Vous voyez ici ce fond bleu avec des petites choses, je ne sais pas si vous les devinez. Alors là, ce sont des œuvres d'une artiste qui s'appelle Noémie Sauve, qui a eu l'extrême gentillesse d'offrir ces œuvres pour que l'on puisse donc illustrer et mettre de la poésie dans un ouvrage qui pourrait paraître un petit peu ardu, parce qu'il y a de la science, effectivement. Et donc, Noémie Sauve est une artiste qui a participé aux campagnes sur Tara Expédition dans le Pacifique, et c'est une des rares artistes, en tout cas françaises, qui a fait des œuvres sur les récifs. Donc, nous avons pris et tiré aubaine de cette occasion assez unique. Donc, 5 parties. La première partie, donc, c'est le contexte. C'est le contexte géologique, c'est le contexte océanographique, donc, qui a été coordonné par Bernard Pelletier. Donc, une histoire contée par les récifs qui remonte à des millions d'années. Alors, je ne rentre pas dans le détail, je vous laisse découvrir comment est organisé ce livre. Donc, des chapitres avec toujours un bandeau, avec une image la plus attractive, une photo la plus attractive possible, et un texte qu'on espère le plus accessible possible. Et ces récifs sont dans des masses d'eau, et les masses d'eau, la valse de ces courants, la valse de ces masses d'eau sont hyper importantes pour justement permettre à ces récifs d'exister. À cette première partie, une seconde partie, un petit peu plus dense, et c'est normal puisqu'elle traite de la vie et elle retrace, non pas en catalogue, ce n'est pas du tout un catalogue, mais retrace, donne des touches de ce qu'est cette biodiversité. Alors, évidemment, tout ça s'inscrit dans le parc naturel de la mer de Corail. Voilà typiquement un encadré et un chapitre sur les coraux, mais vous avez un chapitre sur les algues, les poissons, etc., qui décrivent combien cette biodiversité est riche, mais pas seulement. Ici, vous avez un exemple de quelque chose de tout à fait nouveau que l'on a découvert et on s'est rendu compte que les oiseaux, ces choses qu'on n'associe pas forcément aux récifs, ont un rôle dans les récifs et pourraient participer au foisonnement et entretenir donc le foisonnement de la vie dans les récifs. Alors évidemment, on parle toujours de la biodiversité exceptionnelle. Alors j'ai choisi ce chapitre parce que la biodiversité exceptionnelle est dans le titre, mais il traite des mollusques, mais évidemment cette biodiversité exceptionnelle concerne l'ensemble des autres groupes. Alors la partie 3, ça sera la dernière partie que je présenterai, puis je passerai la parole à Catherine pour les 2 autres parties. C'est celle qui traite évidemment des menaces qui pèsent sur ces récifs. Et nous l'avons intitulé « Des récifs impactés », oui, parce qu'ils sont impactés, il ne faut pas se leurrer, mais ils sont résistants. Et pourquoi est-ce qu'ils sont résistants ? Eh bien, je ne vais pas vous faire l'énumération de toutes les menaces. Tout le monde les connaît, ces menaces, depuis le sommet des montagnes jusqu'au bord de mer, que ce soit la mine, que ce soit les activités au quotidien, le rejet des eaux usées, bref, l'ensemble de ces activités, même celles liées au tourisme, celles liées au piétinement des récifs, bref, agressent à un moment donné les récifs. Mais les seules activités anthropiques ne sont pas les seules menaces. Dans le contexte du changement global, vous savez que l'augmentation du CO2 a une conséquence sur l'augmentation de la température, sur l'acidification des océans, et ce sont autant de paramètres qui viennent fragiliser encore plus cet écosystème. Alors, ce chapitre rappelle évidemment tout ceci, le met dans le contexte, mais comme je vous disais, ces récifs sont impactés, mais ils sont résistants. Et on a en Nouvelle-Calédonie la chance d'avoir, dans un coin de Bouraké, donc pas très loin d'ici, des récifs associés à des mangroves qui sont dans des conditions de pH et de température qui sont celles prévues pour 2100, c'est-à-dire un pH aux alentours de 7,7. Aujourd'hui, on est à 8. Normalement, l'eau de mer, c'est 8,1. Et des températures également de plus de 3 degrés. Et ces coraux, ce sont des super coraux. Ils se portent merveilleusement bien. Donc, vous voyez là un laboratoire naturel qui permet de revisiter toutes les hypothèses que l'on a pu émettre jusqu'à présent sur le déclin annoncé des récifs parce que température qui s'élève, pH qui diminue, etc., etc. Alors, ça pourrait vous paraître bizarre de parler d'îlots au milieu du récif. Eh bien non, pas du tout, parce que pour comprendre l'évolution des récifs, pour comprendre l'impact que peut avoir
le changement global, eh bien, on a besoin d'indicateurs. Et les îlots sont de merveilleux indicateurs, justement pour se poser la question de savoir s'il y a résilience ou vulnérabilité. Et donc là, je salue le directeur du service de la géologie. Donc, ce sont ses collègues qui ont contribué à la rédaction de cet article. Alors, tout le monde connaît les acanthaster. Donc, pour terminer sur ce chapitre, voilà une menace, comme le blanchissement corallien, qui se fait de plus en plus pesante et on ne comprend pas très bien. En tout cas, voilà pour ce qu'il en est de cette première grande partie. Et je vais céder la parole à Catherine, qui, elle, va rentrer dans plus d'humanité et va vous présenter des parties où l'homme est beaucoup plus au centre du débat. Tu peux garder le micro pour continuer, d'ailleurs. Elle va reprendre la parole quand même après. Donc oui, là, on a encore 2 parties dans l'ouvrage. Une partie qu'on a intitulée « Paroles, pratiques et représentations autour des récifs ». Merci. Et l'idée était de montrer que pour tous les Calédoniens, ces récifs, ces lagons, ce sont des lieux qui sont marqués par des histoires, qui sont marqués par des mémoires, par des coups de pêche, par des ancêtres. Donc tout ça, c'est des choses qui parlent et qui font l'identité des lagons calédoniens et des récifs. Donc on a dans cette partie-là un certain nombre de chapitres également, un petit peu moins nombreux que dans les autres parties. C'est pas parce que c'est moins intéressant, mais je pense que c'est parce qu'on est moins nombreux à alimenter les recherches sur ce domaine-là, sur ces aspects-là. Donc quelques extraits, comme l'a fait Claude sur les précédentes parties. Donc ce premier chapitre, c'est un chapitre qui s'intitule « 3 millénaires au vent des récifs », qui a été écrit par Christophe Sand de l'Institut archéologique de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Donc 3 millénaires, c'est ancien. Et donc ça parle du début de l'arrivée des habitants actuels sur la Grande Terre. Et ils sont passés par les passes et ils ont découvert les récifs par ici. Donc là, il retrace l'histoire des hommes depuis 3000 ans en Calédonie. On a aussi un chapitre qui a été rédigé par Emmanuel Djibaou de l'Agence de développement de la culture kanak, qui s'intitule « Des récifs, une parole et des hommes » et qui est très, j'allais dire, sous-marin. Merci. Donc c'est sous-marin et en fait c'est surtout très proche des liens que les hommes ont avec ce milieu. Le lagon, les récifs, les passes, c'est des lieux de vie, c'est des lieux de passage aussi des chemins des morts. C'est des choses qui sont expliquées dans ce chapitre et donc on espère que vous les découvrirez en le lisant. Et bien, décidément. On a ensuite quelque chose de plus au-dessus de l'eau, quoique parfois c'est en plongée également. C'est tout un chapitre qu'on a écrit à plusieurs, et notamment avec Mathieu Juncker qui a réalisé avec moi l'exposition à Djibaou sur les pêches coutumières, en particulier à l'île des Pins. Il y a beaucoup de photos qui sont de lui. Et donc dans ce chapitre, c'est de montrer que les pêches, ça représente beaucoup de choses. On se nourrit avec, on fait des pièces avec, on vend aussi plus sérieusement. Et c'est aussi des pêches identitaires qui font sens pour les gens et en particulier pour les clans de la mer. Enfin, un chapitre qui questionne la durabilité des ressources et de leur exploitation. En particulier, ce chapitre parle des poulpes, des coquillages et des crustacés. Donc là, c'est les collègues biologistes qui ont rédigé ce chapitre-là, alors que les autres étaient plutôt des collègues des sciences humaines et sociales. Mais c'est ensemble aussi, c'est un dialogue entre les disciplines que de réussir à bien comprendre le récif, ses usages et bien construire sa gestion derrière. Donc le fait qu'il y ait plusieurs disciplines dans une même partie montre cela. Et enfin, la fin de cette partie s'ouvre sur les substances naturelles, des trésors cachés. Claude parlait tout à l'heure de bio-inspiration.
Il y a une richesse qu'on ne connaît pas encore, mais qui peut promettre aussi des développements pour la Calédonie. Et avant de passer à la partie gestion, on a eu du mal à choisir dans cette partie-là ce qu'on mettait et ce qu'on ne mettait pas, tellement il y avait des points différents. Ce chapitre-là traite de la question du tourisme et de la fréquentation en particulier des îlots. Le tourisme, c'est aussi un futur dont il est pas mal question dans différentes sphères pour la Calédonie. Le tourisme peut permettre un développement économique de différentes manières, donc c'était important de le traiter, d'autant plus que dans la partie qui suivra sur la gestion, on doit considérer tous les enjeux sociaux, économiques, écologiques pour réussir à mettre en œuvre une bonne gestion, une bonne protection, une bonne conservation. Donc cette partie-là, elle a été coordonnée par Éric Vidal et elle regroupe des chapitres aussi de différentes disciplines et un certain nombre de chapitres et d'encadrer aussi de collectivités, de personnes qui ont en charge la gestion du récif, des provinces, le patrimoine mondial de l'UNESCO, le gouvernement, etc. Et on a voulu mettre en avant dans ce chapitre-là que les enjeux écologiques comme les enjeux sociaux devaient être considérés quand on mettait en place des politiques de gestion. Alors, il y a un certain nombre de chapitres qui traitent d'espèces emblématiques. Et lorsque Claude a invité les collègues à participer à cet ouvrage-là, beaucoup de biologistes ont proposé de participer en parlant d'une espèce en particulier sur laquelle ils travaillaient et sur laquelle il y avait des enjeux de gestion et de conservation. Donc il y a un certain nombre de chapitres, je pense qu'il doit y en avoir 4, voire 5, qui sont sur une espèce emblématique par un biologiste qui l'a étudiée et qui questionne comment son travail, ses recherches peuvent être utiles aux questions aux enjeux de conservation. Les oiseaux marins reviennent parce qu'avec Claude, on voulait les mettre en avant. Ils sont parfois oubliés des récifs et ils sont vraiment présents en Calédonie. Et en Calédonie, dans l'écosystème récifal que nous avons avec les îlots éloignés, il y a une très très importante population d'oiseaux marins assez diversifiée et qu'il est très important de considérer dans les politiques de gestion, même si ces oiseaux marins ne sont pas toujours visibles proches des côtes. On a bien entendu le dugong, mais là, il y a eu beaucoup de communication autour, donc je ne vais pas forcément m'étendre énormément, mais on sait très bien, c'est une espèce assez emblématique en Nouvelle-Calédonie et qui est qui court un grand risque. Là, je vais essayer de me lancer dans la maxime, chaque dugong compte. C'est une population qui est très, très en danger, donc il y a un chapitre qui lui est consacré. Et je crois que c'est la dernière diapo qu'on présente de ce chapitre-là, où on discute justement de la gestion planifiée des réserves en Nouvelle-Calédonie et qui est principalement écrit, comme vous le voyez, par des gestionnaires et des chercheurs qui ont mis en dialogue leurs connaissances et leur expérience du terrain. C'est toi qui reprenais la parole ou tu veux... Vas-y, on va refaire le ping-pong. On s'approche de la fin, soyez rassurés. Donc évidemment, on souhaitait finir ce diaporama sur le patrimoine mondial, puisque comme je l'ai indiqué précédemment, on fêtera ses 10 ans bientôt, dans une quinzaine de jours. Et donc, voilà une contribution du CEN qui a en charge le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, voilà. Et l'épilogue. Pardon, je ne suis pas très habile avec cette chose. L'épilogue, Didier Poindialiwan nous a fait l'honneur de rédiger l'épilogue de cet ouvrage. Donc, il est en charge des affaires coutumières, de l'écologie, du développement durable, des relations avec le Sénat coutumier et des conseils coutumiers et des terres coutumières. C'est sa charge au niveau du gouvernement. C'est un long titre, mais en tout cas, ce chapitre qu'il a intitulé « En Nouvelle-Calédonie, la mer ne sépare pas les hommes, elle les lie »,
elle nous semblait vraiment bien conclure d'abord notre présentation, ou aujourd'hui notre présentation et d'abord notre livre. Le lagon, les récifs, c'est vraiment le lien entre les personnes qui en vivent. C'est aussi le lien entre les scientifiques qui travaillent sur ce sujet-là. C'est très intéressant quand nous sommes plusieurs scientifiques à travailler sur un même objet et à réfléchir ensemble pour que ça puisse informer les politiques de gestion et travailler également avec du coup, les partenaires qui mettent en œuvre la gestion. Et avant de repasser le micro à Claude, je voulais lire juste une phrase qui nous plaît et qui a un vrai sens aujourd'hui, qu'il a mis dans cet épilogue et qui se retrouve dans plusieurs des chapitres qui sont rédigés dans cet ouvrage. Donc je la lis. Les savoirs des populations en lien avec la nature et ceux des scientifiques doivent relever les défis à venir de coproduire des normes mieux ajustées aux enjeux écologiques et socioculturels. En fait, tous les mots de cette phrase sont importants. J'insiste sur la coproduction, parce qu'on est tous dans des travaux en coproduction au sein de nos disciplines et avec les collectivités en charge de la gestion. Et voilà, je trouvais que cette phrase-là, elle concluait bien la présentation de l'ouvrage. Merci. Alors, avant de donner... Donc, avant de donner la parole à Pierre-Alain Pantz, qui va vous donner quelques indications sur l'ouvrage, puis vous donner son point de vue, c'est important aussi. Je voudrais quand même saisir cette opportunité pour remercier tout à fait chaleureusement l'ensemble des 106 auteurs. Ils ne sont pas là, bien évidemment, mais en tout cas, je ne sais pas s'ils m'entendent, mais c'était important de le dire, de remercier tout à fait sincèrement mes collègues qui ont cru dans cette aventure, de remercier Pierre-Alain Pantz de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette expérience, évidemment les éditions IRD, et puis et vous, d'avoir eu la gentillesse de venir nous écouter. J'espère qu'on ne vous aura pas fait perdre votre temps, parce que j'ai horreur de ça, faire perdre du temps aux gens. Et surtout, ce qu'on espère, c'est que vous aurez envie de feuilleter cet ouvrage. Et je vais donc maintenant donner la parole à Pierre-Alain, qui va vous donner quelques indications sur le quand et le comment. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'espère que cette présentation complète vous a donné l'envie de découvrir ce livre. Juste quelques mots sur le travail qui a été considérable pour faire ce livre. Claude est venue me voir vers le mois de décembre, je crois, en me disant qu'elle allait faire un livre de 288 pages et qu'il fallait absolument qu'il soit prêt pour le mois de juin-juillet. Bon, je me suis dit, on va voir, ça va être chaud quand même. Très difficile, mais je dois saluer Claude et le travail qu'elle a accompli. Elle a suivi c'est la gestation de ce bébé, on peut appeler ça comme ça, avec beaucoup de courage et de détermination. Et je lui rends hommage ce soir parce que sans elle, ce projet certainement n'aurait pas vu le jour. Alors, le challenge d'un livre comme celui-ci, c'est à la fois faire un livre qui soit quand même scientifique, c'est quand même des données scientifiques très, très intéressantes, mais qui soit un livre aussi qui soit ouvert au grand public. Donc c'était un peu le challenge de faire quelque chose qui présente les deux caractéristiques. Et je crois que c'est assez réussi parce que ce livre se lit très facilement et n'est pas réservé qu'à une élite scientifique qui pourra découvrir des choses. Donc ça, c'est déjà un point important. Je voulais remercier aussi tous les photographes, tous les intervenants qui ont participé à ce livre, qui ont fait que ce livre existe et qui est assez riche et assez diversifié dans sa forme et dans son contenu. Donc ce livre, il est ici en échantillon devant vous. Il sera disponible très, très prochainement, début juillet, puisque là, les exemplaires finaux vont arriver certainement à la fin de la semaine. Donc il sera disponible dans le réseau des libraires classiques en Nouvelle-Calédonie et aussi dans les grandes surfaces. Que dire de plus? Le prix est vraiment assez étudié, on va dire, parce que pour un livre qui est de 288 pages, il est seulement de 4 600 francs, ce qui n'est pas énorme par rapport au contenu. Dernière chose sur laquelle je veux insister, c'est que c'est une édition qui est quand même assez limitée au niveau du nombre d'exemplaires. Donc on a à disposition, il y a 300 exemplaires qui vont être distribués en métropole, donc ce qui est aussi intéressant parce qu'il permettra aussi cet ouvrage de faire connaître
la Nouvelle-Calédonie et les richesses de son lagon aussi en métropole, s'il en était besoin. Et donc, il y aura certainement, enfin, pas plus de 600 exemplaires qui seront disponibles pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà, j'insiste sur ce point parce que ce livre, je pense, va connaître un succès. Et je vous engage voilà, à vous ruer dessus dès qu'il va sortir. Il y aura une présentation qui sera faite, je l'espère, pour l'anniversaire le 8 juillet de l'inscription. Donc, je souhaite longue vie à ce livre et puis une édition anglaise peut-être en préparation ensuite. Enfin, encore un grand merci à Claude pour sa ténacité. Et puis, ce travail, c'est fait dans la douleur, mais aussi dans le plaisir. Donc, c'est important aussi. Voilà, merci à tous. Merci à vous. Donc, une date à retenir, le dimanche 8 juillet sur la baie de Lansvata, où on aura donc un événement organisé par la province sud et ses partenaires pour célébrer les 10 ans d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de nos récifs. Nous y serons présents de l'aquarium jusqu'à la clinique, avec un village d'exploration scientifique au sein de la CPS, et un village plus réservé à la gestion participative du côté de l'aquarium. On va passer à la deuxième partie avec une plongée audiovisuelle dans ces fabuleux récifs, et je vais passer le micro à mon collègue Laurent Vigliola. Ok, bonsoir à tous. Bon, j'aurai la voix un peu éteinte, je rentre de vacances d'Europe, donc je suis désolé, vous me réveillerez avec des questions tout à l'heure. Donc la province m'a demandé de venir vous parler de Pristine. C'est un projet qui est fini, mais c'est avec grand plaisir que je vais essayer de le faire ce soir. Le terme Pristine en anglais signifie vierge, au sens forêt vierge, au sens environnement sauvage, c'est-à-dire au sens d'un environnement qui n'est pas trop anthropisé. Ce projet est né à l'époque où je travaillais à la CPS, et avec une bande de collègues, une dizaine de personnes, on a entrepris quelque chose de fou qui était d'évaluer l'état des pêcheries récifales dans le Pacifique. Donc ça nous a pris plusieurs années. On a réalisé 1654 plongées dans 17 pays, 168 sites. C'était un financement européen. Donc en fait, le projet a duré 9 ans. Et au bout de 9 ans, on n'a pas été capable de donner la réponse de l'état des pêcheries récifales au gouvernement et aux gens dans le Pacifique. Et la raison à cela, c'est qu'on était allé plonger partout dans des récifs qui étaient impactés parce qu'il y avait des zones. On n'avait pas d'état de référence. Et c'est là qu'est venue l'idée du programme Pristine. Simplement, on sait déjà, donc c'est l'axe des abscisses, que s'il y a beaucoup de pêche ou beaucoup d'anthropisation, une surexploitation extrême, on aura peu de biodiversité, peu de biomasse, etc. On sait que les réserves marines fonctionnent extrêmement bien, donc on sait que moins il y a de pression et plus on protège, plus on aura de diversité, de biomasse, etc. Et ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les zones protégées, est-ce que les réserves peuvent être un état de référence? Est-ce qu'on peut comparer un récif impacté avec une réserve marine en disant si le récif impacté est à 20% de la réserve marine, ça veut dire que l'impact est de 80%. Donc la première hypothèse du projet Pristine était une réserve marine atteint le niveau d'un récif extrêmement éloigné, tellement éloigné qu'il a peut-être été très peu impacté par l'homme. Et la seconde hypothèse, c'est qu'en fait, même les réserves marines n'arrivent pas au niveau d'un récif extrêmement éloigné. Et donc, il faut aller chercher ces zones un petit peu très isolées pour avoir des états de référence. Donc ça, c'est le programme Pristine qui a commencé en 2012. C'est un programme qui était sur la zone Pacifique et donc avec 3 sites le long d'un gradient de diversité, puisque vous savez que plus on va vers l'ouest, plus il y a d'espèces. Donc nous avions des sites, des récifs isolés en Nouvelle-Calédonie, aux îles Tonga et en Polynésie française, à plusieurs dizaines d'heures de navigation. Et donc là, je vais vous présenter un premier film qui a été réalisé par Jean-Michel Boré lors de la première expédition Pristine. À l'époque, on ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver. C'était une expédition à Beautemps-Beaupré et au récif de l'Astrolabe en 2012. Voilà, on peut lancer le film.
Mon grand-père, quand il était enfant, il m'a raconté ça, hein, quand il était enfant, il allait avec les autres gamins du village guetter l'arrivée des thons près de l'étang de Berre, en fait, à la sortie en mer dans la rade de Port-de-Bouc. Et donc il prévenait ensuite les pêcheurs des Martigues, la petite ville d'où je viens, afin qu'ils se mettent à la mer et aillent à la pêche. Voilà. Et puis bon, mon grand-père, lui, a arrêté la pêche parce que simplement, il n'y avait plus assez de poissons pour en vivre. Alors de l'époque de mon père, ce que je sais, c'est qu'il pêchait des mérous au fusil sous-marin dans quelques mètres d'eau. Et puis moi, bien plus tard, pour voir des mérous, j'ai dû aller à une 40aine de mètres de profondeur avec des bouteilles. Donc ça donne aussi un aperçu des choses en Méditerranée. Bon, il y a des bons signes hein, dans les aires marines protégées, notamment à Port-Cros. On est encore capable aujourd'hui de voir des mérous dans 3 mètres d'eau. Mais dans les zones non protégées, je défie quiconque de voir des mérous dans peu de profondeur. Il y a le côté merveilleux de l'enfance, des souvenirs de profusion de poissons, de concours de chasse sous-marine où on voyait des merloches, etc., etc. Chose qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui, en fait. Et ça, ce sont plutôt les souvenirs de mes grands-parents. Enfin, des images que j'ai avec mes grands-parents. Disons qu'on sait ce qu'ont fait nos grands-parents et ce qu'ont vu nos grands-parents, même si c'est un petit peu enjolivé peut-être parfois, mais je ne sais pas du tout ce qu'a vu mon arrière-grand-père. Donc nécessairement, il y a une mémoire comme ça qui est un peu finie et qui, on pourrait estimer, c'est d'environ 2 générations. On est dans une situation où on commence à avoir des communautés de poissons ou d'invertébrés qui sont impactés par la présence de l'homme et impactés par la pêche. Donc si on veut les protéger, si on veut rendre cette ressource utilisable mais durable, il y a tout un ensemble d'actions qui peuvent être prises. Elles sont prises d'ailleurs avec les codes de l'environnement de la province sud, de la province nord, et notamment il y a la notion de protection, d'AMP. C'est-à-dire qu'on met en place des réseaux de récifs où la pêche est interdite et qui sont censés maintenir ces populations, voire les développer et dans le meilleur des cas exporter des poissons ou des invertébrés vers l'extérieur. Je mets ma zone en protection, je vois que ça change, je vois que c'est mieux, c'est ce qui se passe dans le Grand Nouméa parce qu'il y a plus de poissons, parce qu'il y a plus de bénitiers, etc. Mais à quel niveau se situent ces communautés par rapport à un niveau non impacté? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était incapable de répondre à cette question. Et donc en réalisant comme ça que la connaissance des choses était donnée par les anciens, eh bien, scientifiquement, ça nous a posé des questions, quoi. En discutant, on s'est dit, mais mince, en réalité, on ne connaît pas le fonctionnement des écosystèmes marins tels qu'ils devraient fonctionner. Et c'est en réalisant ça qu'on a monté ce projet où on avait en fait 2 objectifs, hein, essayer de comprendre comment fonctionne un système avant que l'homme arrive. Pour cette première mission du programme Pristine, 5 scientifiques de l'Institut de recherche pour le développement et des universités de Nouvelle-Calédonie, de Montpellier et d'Hawaï embarquent sur l'Amborella. D'une longueur de 24 mètres et d'un faible tirant d'eau, ce navire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est particulièrement bien adapté à l'exploration des récifs coralliens. L'une de ses missions est de participer au suivi des récifs et lagons de Nouvelle-Calédonie inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Vas-y, tu peux y aller. L'exploration de sites quasi vierges, nommés pristines en anglais, permettra de connaître leur fonctionnement et de déterminer dans quelle mesure les aires marines protégées peuvent conserver la diversité fonctionnelle d'un récif corallien. Destination, l'atoll de Botan-Beaupré et les récifs de l'Astrolabe situés au large de l'île d'Ouvéa, aux îles Loyauté. Donc un écosystème corallien, c'est un écosystème où il y a un équilibre entre différentes espèces au niveau fonctionnel. Chaque espèce assure des fonctions différentes. Et cet équilibre s'appelle un récif corallien.
Si on en retire une de ces fonctions, eh bien, le système va rentrer en déséquilibre et potentiellement, on va obtenir un nouvel équilibre qui sera stable mais qui sera indésirable. Par exemple, on peut aboutir jusqu'à une alguerée à la place d'un récif corallien si l'ensemble des herbivores sont retirés du système. Une des fonctions qui est extrêmement fragile sur un écosystème corallien, c'est la fonction de grande prédation. Parce que les requins sont des animaux qui se reproduisent très peu, ils font environ 1 à 5 bébés, au lieu de millions d'œufs pondus par les autres espèces de poissons. Et ce sont des poissons qui vont commencer à se reproduire au bout de 10 ans. Donc c'est très facile d'impacter cette fonction de grande prédation et c'est très facile de retirer la fonction grande prédation de l'écosystème corallien. Et si cette fonction est retirée du système, forcément, il va y avoir un déséquilibre qui va être créé et par effet cascade, ça peut aller jusqu'à impacter le corail lui-même. L'excitation et l'impatience en fait, parce que quand on est plongeur, c'est clair que d'arriver dans des endroits comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir ce qu'il y a sous l'eau, quoi. Il y a déjà des sites qui ont été recensés, donc on a pu lire un peu ce qu'on pouvait trouver sur ces sites-là. Et donc ouais, on a envie de voir, quoi. On a envie de voir voilà, si c'est vrai ou pas, quoi. Si le mythe est vrai ou pas, quoi. Attention au requin. Tombe pas sur le requin. On recense tous les poissons qu'on voit en fait, donc le nom de l'espèce, le nombre d'individus par espèce qu'on voit et leur taille moyenne à peu près, quoi. Si c'est un banc, c'est la taille moyenne, sinon la taille de l'individu qu'on observe. En plus de ça, le long de ce transect en fait, on va aussi recenser l'habitat, donc on a des feuilles types et on essaie en fait d'établir grâce à ces feuilles, en fait, le paysage sous-marin qu'on voit. Donc, est-ce que c'est un champ de corail? Est-ce que c'est une dalle rocheuse avec quelques coraux par-ci par-là? Est-ce que c'est du sable, etc. Donc, on essaie comme ça de lier en fait les communautés de poissons qu'on observe à l'habitat qu'on observe. Le long de ce transect, matérialisé par un décamètre que les plongeurs déroulent dans un premier temps, l'habitat sera décrit à partir de 19 variables. Elles permettront de mieux expliquer l'abondance et la structure des communautés de poissons qui y vivent. Par la suite, la qualité de l'habitat et l'abondance en poissons mesurées en 2012 seront comparées avec les données historiques collectées depuis les années 70-80, puis avec celles qui seront collectées dans les années à venir. Cette perspective temporelle permettra aux scientifiques de se prononcer quant à l'évolution des écosystèmes. C'est impressionnant, ça grouille de vie, et il y a tout, quoi. Il y a vraiment tout. Il y a du requin, c'est incroyable, quoi. C'est vrai, il y a vraiment, ça grouille de vie et on n'arrête pas d'écrire, ça s'arrête pas, quoi. Et c'est vraiment impressionnant par rapport à tout ce que j'ai pu voir en plongée. C'est vraiment impressionnant et c'est beau, quoi, parce que voilà. Et puis les poissons sont pas du tout peureux, en fait. Ils viennent nous voir, les requins venaient assez près, les carangues venaient assez près. Enfin, c'est vrai que c'est une autre approche par rapport à une plongée traditionnelle dans un milieu qui est un peu plus influencé par l'homme. Ça n'a rien à voir, quoi. On sent vraiment un intrus en fait sous l'eau, quoi. Tout vient vers nous et ils viennent voir ce qu'on est. Et enfin, c'était vraiment, ouais, c'est vraiment incroyable.
Alan Frihandler, biologiste de l'Université d'Hawaï et spécialiste des récifs coralliens pristines, fait l'inventaire des poissons sur la pente externe du récif de l'Astrolabe. Ces résultats seront comparés avec ceux collectés au récif Kingman, exemple reconnu de récifs pristines dans le Pacifique central. Based on the several weeks of diving that we've just completed up in Astrolabe Reef, I was very impressed by the large number of predators. Sharks were present on almost every dive, large groupers every dive, and also Napoleon wrasse, which are highly endangered throughout the world, were very abundant throughout the islands. And so by virtue of that, it looked like this place has been, very lightly impacted and is very close to a pristine system as we see elsewhere. And also, it's very high diversity. So compared with a lot of the places in the Central Pacific, places in Hawaii or French Polynesia, we have much higher abundance and diversity of species in this region here. So it's really important now that I think this place gets protection because there's fewer and fewer of these places remaining. And when we see a place like this, and it's obvious that it's been very lightly impacted by people, there are very few places left like this. So protection should be, a major priority for the government at this point. À chaque fin de journée, les scientifiques se retrouvent au carré de Lamborella. Ces océanographes biologistes, qui se nomment entre eux des poissonniers, échangent leurs observations et vérifient leurs données. Après des milliers de plongées, leur passion pour la vie sous-marine qu'ils observent et étudient est toujours aussi vive. J'ai oublié de bouger là, j'ai oublié de tourner sur moi-même, moi que tu me dis, rien avec les bouées, je peux y aller. Oui, c'est bon, t'es à l'aise. Alors que les plongeurs effectuent leur inventaire sous-marin, l'équipage de Lamborella déploie 4 structures métalliques supportant chacune une paire de caméras vidéo haute définition installées dans un caisson étanche. Ce système, prêté par l'Université de Western Australia, attire et concentre les grands prédateurs et permet d'estimer leur abondance et leur taille. Cette dernière mesure est rendue possible grâce à la vision stéréoscopique apportée par les 2 caméras synchrones. L'absence de grands prédateurs, malgré l'attraction d'un appât, est caractéristique d'une zone impactée. Ah, c'est ça? Oui. À une vingtaine de mètres là. Ok, j'ai mis 50 mètres de moute, c'est bon. Et voilà.
Non, c'est bon, tout s'est bien passé. On a relevé les 4 caméras. A priori, il y a beaucoup de requins dans le coin. On va voir ça ce soir, mais ça ne devrait pas être mal parce qu'il n'y a pas une cage à appât qu'on a remonté. C'est une sucette en fait. Sucette à requin. Ouais, il est beau quand même. Il est chouette, hein. 1 minute pour la détecter, même pas 11 minutes 54 secondes. Et regarde, tranquille. Hein. Il va l'aspirer. Tu as vu comment il est à côté du petit requin? Le petit requin, on l'a évalué à 1 mètre à peu près. Ouais. Regarde ça. Il n'a pas besoin de pince coupe en flash. Il y a la tête entre l'arrêt et le mastodonte, c'est quand même. T'as vu comment il t'a arraché ça? 42 stations de stéréo-vidéo à pâté auront été déployées autour des récifs de l'Astrolabe et de Beautemps-Beaupré. Une première en Nouvelle-Calédonie. Et ces données apporteront un éclairage complémentaire sur les populations de grands prédateurs. Elles seront comparées avec celles collectées dans l'océan Indien par les partenaires australiens. Plus de 55 heures d'immersion par plongeur, soit plus de 250 heures d'observation sous-marine en 10 jours, auront permis de mesurer la qualité de l'habitat, l'abondance et la structure des populations de poissons et d'invertébrés benthiques de ces récifs peu fréquentés par l'homme. D'ores et déjà, les récifs de l'Astrolabe se classent au premier rang en termes de fréquence d'observation de grands prédateurs, observés dans 90% des plongées réalisées. D'autres sites, très peu impactés, comme ceux d'Entrecasteaux et de la Corne Nord en Nouvelle-Calédonie, mais aussi certains récifs des îles Tonga et des Tuamotu, seront bientôt étudiés par les scientifiques du programme Pristine, pour mieux comprendre leur fonctionnement, voire pour mieux les protéger. Et puis, l'autre aspect, c'est, mais mince, si ces endroits existent encore, il faudrait peut-être faire quelque chose pour les protéger. Et donc, et là, on allie à la fois l'étude scientifique qui apporte de la connaissance et qui permet, en étant appliquée, d'arriver à protéger ces systèmes. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on se servait de l'environnement, on utilisait les services apportés par cet environnement sans trop se poser de questions. Et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que si on ne fait rien, tout ça risque de s'écrouler et qu'il va falloir s'occuper de cet environnement, à la limite, pour le maintenir et pour qu'il puisse continuer à nous assurer tous ces services de manière durable. Alors, comment ça se traduit concrètement? C'est un message que j'essaie de faire passer, entre autres, à mes étudiants, au travers de cours comme des cours sur la pollution, etc., qui sont souvent assez déprimants, mais j'essaie toujours de terminer avec le côté positif, puisque l'homme, de par sa position dans le monde vivant, a la capacité de modifier les choses, et il est encore temps de rendre cette situation vivable dans le futur. Et de la même façon, pour ce pays qui est mon pays et auquel je suis vraiment attaché, si les quelques études que je mène sur ce milieu permettent de le préserver ou de faire prendre conscience ou d'améliorer sa gestion, j'aurais en partie réussi à faire quelque chose et à faire ce que... ouais, je serais content de ce que j'ai fait pour mon pays. Merci, je vais vous montrer... Ah d'accord, il y a des gens qui partent. Je vais vous montrer quelques résultats. Donc ça, c'est les données qu'on a collectées en Nouvelle-Calédonie. En tout, Pristine, c'était une dizaine de missions océanographiques. Donc les résultats que je vais vous proposer là sont basés sur à peu près 3000 plongées en Calédonie, 500 stéréocaméras pâtées,
Donc ce sont des résultats qui sont basés sur des données assez solides. Donc ça, c'est la biomasse en poisson, la quantité de poissons dans les différents récifs des différentes communes, de toutes les communes en fait de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez en vert les récifs isolés, vous avez en bleu les récifs près des populations humaines, et vous avez en jaune les zones protégées. Donc ne me méprenez pas, les réserves ça marche, on le sait, c'est plus de la science, on l'a démontré depuis très longtemps. Si je vais par exemple à Pueblo, il y a 2 fois plus de poissons à l'intérieur de la réserve qu'à l'extérieur de la réserve, dans la commune de Pueblo, pour donner cet exemple. Mais il n'empêche que, quand on compare le vert, c'est-à-dire les récifs isolés, avec les zones anthropisées, qu'elles soient en réserve ou pas, en moyenne, on a 80% d'impact en utilisant ce nouveau référentiel. Donc on a perdu 80% de la biomasse des poissons quand on compare des récifs anthropisés avec des récifs très isolés. Si on prend des espèces beaucoup plus sensibles, comme les requins, on obtient un impact cette fois-ci de 90% avec absolument 0 effet des réserves marines. Donc là, je ne peux pas tout vous présenter, mais si on mesure la diversité fonctionnelle, c'est-à-dire la diversité des fonctions assurées par les espèces pour que l'écosystème fonctionne, on chute de 60%. Donc ça veut dire que l'écosystème fonctionne très mal. Et les chiffres que je donne là pour la Calédonie, on les a évidemment démontrés également à l'échelle du Pacifique et à l'échelle mondiale. Maintenant qu'on a montré qu'en Calédonie, on avait des zones extrêmement protégées naturellement, dans un état extrêmement bon, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ces zones sont aussi élevées que les quelques autres récifs qu'on connaît dans le monde et qui sont dans une situation pristine. Donc on en connaissait d'autres, c'est le récif de Chagos, les Kingman aux îles Hawaï et puis l'île de Cocos au Costa Rica. Et donc quand on compare la biomasse des récifs isolés de Nouvelle-Calédonie avec la biomasse des quelques récifs pristines connus dans le monde, parce qu'étudiés par d'autres scientifiques, on voit qu'on est au même niveau. Et si on veut être un petit peu chauvin, les quelques virgules non significatives montrent qu'on a la biomasse la plus élevée au monde. La question suivante qu'on s'est posée, c'est combien reste-t-il de récifs isolés suffisamment pour être potentiellement dans un état pristine. Donc pour cela, il y a eu quelques années de calcul par une étudiante qui s'appelle Eva Mer, qui est basée à Montpellier. Et elle a calculé le temps de trajet de tous les récifs de la planète vers les populations humaines. Elle a démontré essentiellement que la plupart des récifs de la planète étaient à moins d'une demi-heure des hommes, ce qui explique l'impact planétaire sur cet écosystème. Mais quand on demande à cette base de données combien reste-t-il de récifs à plus de 20 heures de temps de trajet des hommes, la réponse est 1,5% sur toute la planète. Donc il en reste très peu. Et si on demande parmi ces 1,5%, combien sont en Nouvelle-Calédonie, on obtient le chiffre de 30%, d'un tiers. Et ça se comprend, l'île Cocos dont je parlais tout à l'heure, c'est un confetti par rapport aux atolls de Chesterfield par exemple, qui sont à 40 heures de navigation de Nouméa. Donc voilà pour le projet Pristine. Donc au niveau des conclusions, peut-être le faire. Donc on a démontré dans ce projet que c'était donc des références mondiales pour la biodiversité, pour la biomasse. C'était parmi les récifs les plus riches de la planète, il n'en restait plus que 1,5%. Un tiers dans le parc naturel de la mer de Corail, donc c'est une bonne idée pour la Calédonie de créer ce parc. Et on a démontré que ces récifs isolés étaient parmi les derniers refuges pour les grandes espèces, et notamment les requins. Et du coup, ce projet nous a amené au projet suivant, qui s'appelle le projet Apex, et qui consistait à étudier les requins. Donc là, j'avais prévu de vous passer un film, mais vu l'heure, on ne va pas le faire. Il dure 20 minutes, c'est le film Canal IRD Apex. Si vous souhaitez le voir, il est à la fois en ligne sur le site de l'IRD, mais on le présentera également au Nocturne de l'Aquarium ce vendredi. Et à la place, ce que je vous propose, c'est un film qui dure que 5 minutes, qui a été réalisé par Florent Cadet pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et qui a été primé au festival de Hyères il y a 2-3 ans. Créé en 2014,
le parc naturel de la mer de Corail est géré par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Avec une superficie d'1 300 000 km², il inclut plus de la moitié des récifs coralliens de la Nouvelle-Calédonie. Ces récifs éloignés figurent parmi les derniers exemples au monde d'écosystèmes coralliens quasiment vierges de tout impact humain. À quoi ressemble et comment fonctionne un écosystème corallien hors de l'influence de l'homme? Cette question est le point de départ du projet Pristine, mené par l'IRD de Nouvelle-Calédonie et l'Université de Montpellier. Pristine a pour objectif de définir un état de référence qui permettra d'évaluer les impacts humains sur les récifs de Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs. Cet état de référence est également indispensable pour évaluer l'efficacité de mesures de protection, comme les réserves marines. Entre 2012 et 2014, plusieurs expéditions sont menées au sein du parc, en partenariat avec les universités de Nouvelle-Calédonie, d'Australie et d'Hawaï, ainsi que National Geographic. Chesterfield, Entrecasteaux, Petrie, Astrolabe, recenser la vie marine de ces récifs éloignés est une tâche ardue tant la nature y est généreuse. Les chercheurs utilisent également des caméras stéréo 3D appâtées pour attirer et compter les requins. Cette technique permet de mesurer très précisément la taille des individus et présente l'avantage de pouvoir observer des espèces trop farouches pour être inventoriées par les plongeurs. Les résultats de l'étude montrent que les récifs isolés du parc sont parmi les plus riches du monde. Ils détiendraient le nouveau record mondial de biomasse en poissons de récif. Ils sont également caractérisés par une forte dominance des grands prédateurs piscivores et l'abondance d'espèces emblématiques. Chaque espèce a un rôle et assure une fonction sur le récif, comme l'herbivorie ou la prédation. Lors de chaque plongée, les scientifiques ont constaté que la diversité fonctionnelle est ici maximum, signe de l'excellent état de santé de ces récifs. Dans un milieu dégradé, certaines fonctions disparaissent. Avec leur position au sommet de la chaîne alimentaire, les requins sont alors souvent les premiers à disparaître. En comparant les données avec celles des récifs du parc, il apparaît que 90% des populations de requins de récifs ont disparu autour de la Grande Terre. C'est pour tenter de comprendre la raison de ce déclin et ses conséquences pour nos récifs que l'équipe de l'IRD a lancé la mission APEX, avec le soutien du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. APEX permettra de mieux connaître le comportement des requins et leur rôle au sein de l'écosystème corallien et du maintien de son état de santé. Pour mener à bien cette mission, les chercheurs ont placé des émetteurs acoustiques sous la peau de 150 requins. Chaque fois que l'un de ces requins passe à moins d'1 kilomètre d'un récepteur, il est identifié et son passage est enregistré. Avec 70 récepteurs répartis depuis les atolls de Chesterfield et Entrecasteaux jusqu'au Grand Lagon Sud, les scientifiques peuvent dorénavant suivre le déplacement des requins. L'étude devrait permettre également de mieux comprendre le rôle et l'importance des récifs éloignés pour les requins de Nouvelle-Calédonie, ainsi que leur sensibilité aux impacts humains. Ces données seront précieuses pour définir les stratégies de gestion du parc naturel. En effet, comme pour toutes les espèces mobiles, la protection des requins n'est efficace que dans des aires marines protégées suffisamment grandes. Les récifs du parc naturel de la mer de Corail constituent un patrimoine unique au monde. Mais ils sont très fragiles, car généralement de petite taille et isolés. Si cet isolement leur a offert une protection naturelle jusqu'à aujourd'hui, le parc naturel de la mer de Corail a pour objectif de les protéger officiellement et durablement. Une mission d'autant plus importante que les eaux de la Nouvelle-Calédonie abritent un tiers des récifs isolés du monde, les seuls à pouvoir ressembler encore à des paradis originels.
Voilà, je vais vous embêter encore avec quelques résultats sur les requins. Et après, on pourra passer aux questions. Donc vous l'aurez compris, hein, on a cet impact et on ne comprend pas trop parce qu'il n'y a pas de pêche industrielle aux ailerons de requins en Nouvelle-Calédonie. Du coup, ce programme, c'est pour essayer de comprendre ça, et essayer d'expliquer et protéger ces animaux. Donc on a quelques hypothèses. On a peut-être une pêche historique aux requins, du braconnage qui a abouti à cette situation. On a une autre seconde hypothèse qui serait simplement le manque de nourriture, la dégradation de l'habitat. En pêchant leur proie, les requins n'auraient plus à manger, donc on travaille là-dessus. Troisième hypothèse, c'est le dérangement, la modification du comportement. Chacun sait que si on marche sur une plage quand il y a des tortues qui se reproduisent, ou, puisque c'est le débat actuel, s'il y a des touristes qui débarquent quand il y a des oiseaux sur des îlots, on les dérange, et ça va modifier leur population. Que se passe-t-il lorsque vous avez des navires qui naviguent sur le lagon tout le temps? Qu'est-ce qui se passe sous l'eau? Donc c'est une des hypothèses. Peut-être qu'on dérange ces animaux dans des moments clés de leur vie. On travaille là-dessus. Et quoi qu'il en soit, l'objectif de ce programme, c'est vraiment de la gestion. Comment on va pouvoir améliorer ces populations, comment on va pouvoir les protéger. Donc je ne peux pas vous parler de tout, c'est un programme qui est encore en cours, donc les résultats ne sont pas complètement terminés. Donc je vais me focaliser sur l'hypothèse du dérangement et puis vous parler un petit peu de la protection de ces animaux. Donc lorsqu'on pose des caméras loin des hommes, quasiment immédiatement, il y a un requin qui arrive, ou plusieurs, et ils vont en ligne droite directement sur l'appât, et ils ont une interaction avec cet appât, c'est-à-dire qu'ils le mordent et ils essayent de le manger. Lorsqu'on est dans les zones habitées, il y a des requins parfois qui passent, on a beaucoup de zéros, hein, mais quand il y a un requin qui passe, en général, il ne va pas s'approcher de l'appât, il va rester loin de l'appât, il ne va pas le toucher, il ne va pas l'attaquer. Et comme on a déployé énormément de caméras, on a pu calculer la probabilité qu'ont les requins d'attaquer les appâts. En fonction du temps de trajet à Nouméa, c'est un indicateur de la pression humaine qui est issu des théories économiques. Lorsqu'on est à 40 heures de temps de trajet de Nouméa, donc de la capitale, on a à peu près 80% de chances que les requins mordent l'appât. 80% des requins vont mordre l'appât. Lorsqu'on est à Nouméa, c'est-à-dire à 0 heure de temps de trajet, il n'y a que 25% des requins, quand ils sont présents, qui vont attaquer l'appât. Donc 75% des requins vont ne pas s'approcher de l'appât. Et quand on a des animaux qui prennent de la nourriture lorsqu'ils sont dans des récifs isolés, mais qui ont peur de prendre leur nourriture, voilà, ils ont peur de l'appât, ils ont peur de se nourrir quand ils sont proches des hommes, ce dérangement potentiellement peut affecter leur fitness. Un animal qui a peur de se nourrit mal et va être susceptible potentiellement de tomber malade, etc. Donc cette hypothèse semble soutenue par ça. Et en même temps, c'est peut-être une bonne nouvelle que ces animaux ont peur de l'homme. Parce que s'ils ont peur de l'homme, peut-être qu'il y en a plus que ce qu'on pense. Donc les techniques classiques pour mesurer l'abondance des poissons et des requins, c'est la plongée sous-marine. Mais on se doute bien depuis longtemps que les requins, comme les grands animaux, ont souvent peur des plongeurs. Et c'est pour ça qu'on utilise les stéréocaméras appâtées, en disant qu'un appât va attirer ces animaux tout simplement. Et donc c'est la méthode qui est utilisée aujourd'hui dans le monde. Il y a une nouvelle technique qui s'appelle l'ADN environnemental, qui est quelque chose qui est en train de sortir. Vous et moi, ici dans la salle, nous perdons des cellules, des cheveux. Et si on filtre l'air, sur un filtre en papier, un généticien pourra vous dire qu'il y avait des hommes présents dans la salle. Donc on a tenté le pari fou dans le programme APEX de collecter de l'eau, 4 litres exactement dans un échantillon, de filtrer cette eau prise dans l'océan sur un filtre en papier et de le passer à des généticiens de talent qui se trouvent en Angleterre. Et ils nous ont trouvé des gènes, des fragments de gènes de requins. C'est ce qu'on appelle donc l'ADN environnemental. Et grâce à ces fragments d'ADN laissés par les animaux lorsqu'ils passent, on est capable de déterminer la richesse spécifique, la diversité de ces animaux. Donc le premier résultat qu'on a trouvé, c'est que la quantité d'ADN environnemental est très faible à Nouméa quand on la compare avec le Grand Lagon Nord ou avec Chesterfield. Donc les trois techniques, la plongée, les caméras et l'ADN environnemental, sont en accord pour parler d'un fort impact de l'homme sur l'abondance de ces animaux. Par contre, quand on a voulu regarder le nombre d'espèces dans les échantillons, et là on a eu une énorme surprise,
Attends, Mina, s'il te plaît. On a eu une énorme surprise, c'est-à-dire que vous avez le nombre d'espèces en plongée, le nombre d'espèces par caméra et le nombre d'espèces sur l'ADN environnemental. Si on va en plongée, on se rend compte qu'en moyenne, dans un échantillon, on a 0,1 à 0,2 requins par plongée, c'est-à-dire qu'en fait, on voit très peu de requins en plongée. En caméra, on monte à environ un plongée par station de stéréocaméra, alors qu'avec l'ADN environnemental, on monte à environ 3 espèces de requins par échantillon. Et si on regarde les maximums, sur une plongée, au maximum, on a vu 3 espèces de requins, 4 sur des caméras, et dans un échantillon d'eau, un seul, 4 litres, on a mesuré jusqu'à 7 espèces de requins. Donc on détient enfin un outil, l'ADN environnemental, qui va permettre de détecter des espèces qui sont tellement rares ou tellement furtives que les plongeurs ou les caméras, donc des méthodes traditionnelles, ne sont pas capables de les détecter. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut savoir, tout le monde a entendu parler des listes rouges de l'IUCN, il faut savoir que la moitié des espèces de requins et de raies ne sont pas classées parce qu'il n'y a pas d'information scientifique. Et cet outil va enfin permettre de collecter de l'information sur les espèces très rares. Donc très important cet outil. Le programme APEX, c'est également mesurer l'espace de vie des requins, puisque c'est l'espace de vie des animaux, leur territoire qui est important si on veut les protéger. Donc vous avez vu dans le petit film de Florent, tu peux appuyer s'il te plaît, Mona, qu'on avait mis des détecteurs et on avait marqué un grand nombre d'animaux pour mesurer leurs mouvements. Donc ce qu'on trouve, là vous avez une petite animation où c'est les requins qui bougent. Ce qu'on trouve, c'est que ces animaux sont relativement sédentaires en réalité. La plupart vont rester près de leur lieu de marquage. Et on a des grands mouvements où, au moment de la reproduction, les mâles vont partir de Nouméa pour aller dans le nord. Ils vont nager 400 km chaque année à la période de reproduction qui est en hiver, de juillet à septembre. Donc on a 2 phénomènes. Un phénomène qui est une forte sédentarité, beaucoup plus importante que ce qu'on pensait, et un phénomène de migration, d'expansion du territoire au moment de la reproduction. Donc ça, c'est un premier graphe, on est en train de travailler là-dessus. C'est la distance parcourue par les animaux, c'est la proportion d'animaux. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, une 50aine de kilomètres, c'est le territoire d'un requin. Et si on compare 50 km, vas-y Mina, s'il te plaît, l'espace de vie d'un requin, si on fait un carré de 50 km par 50 km, on obtient 2500 km². C'est l'espace de vie d'un animal de cette taille. Si on prend la plus grande aire marine protégée de la Nouvelle-Calédonie, je ne parle pas du parc mer de Corail, c'est la réserve Merlet, elle fait 172 km², c'est un carré de 13 km par 13 km. Donc on sent bien que les réserves, même si Manu dira qu'elles n'ont pas été faites pour ça, mais en tout cas les réserves actuelles ne sont pas capables de protéger ces animaux. Alors ces résultats, pendant Mina, tu reviens s'il te plaît, ces résultats évoluent, ils évoluent tous les jours. Aujourd'hui, on a sorti des nouveaux résultats que je n'ai pas mis là, mais il semblerait qu'il y a une expansion du territoire pour les mâles uniquement pendant la période de reproduction. Ce qui signifie qu'on pourrait penser aussi écarter la zone de protection à des moments particuliers de la vie de ces animaux. L'autre résultat, c'est qu'on a des animaux qui peuvent nager au moment de la reproduction de l'ordre de 350-400 km, des allers-retours. Et donc ça signifie non seulement qu'ils se déplacent sur de grandes distances probablement pour se reproduire, donc où sont leurs zones de reproduction, par exemple, c'est des questions qu'on n'a pas la réponse, mais ça signifie aussi qu'il va y avoir une dispersion des gènes, justement, par ces grandes migrations. Donc, dans le programme, on travaille également sur les flux de gènes. Donc ce graphe, c'est 3 ans de travail, on est une théorie des circuits électriques, etc., donc des choses un peu complexes, mais l'important, c'est qu'on est capable aujourd'hui, grâce à ces échantillons, de mesurer et de modéliser les flux de gènes au niveau du Pacifique. Et ça, c'est important quand on zoomera sur la Nouvelle-Calédonie, on aura les structures génétiques extrêmement fines de ces animaux sur le territoire et on pourra mieux cerner, faire des unités de gestion basées sur la génétique. Alors ce graphe du haut, il est basé sur un scénario qui consiste à avoir des populations de requins partout où il y a des habitats favorables aux requins, c'est-à-dire en gros, dans tous les récifs de cette zone d'étude, il y a des populations de requins et voilà ce qu'est le flux génique dans ces scénarios-là. Mais on a vu que 90% de l'abondance a chuté et qu'en fait, on n'a pas vraiment des requins partout aujourd'hui. Donc si on va dans un scénario D2, qui est l'autre extrême, il ne reste des requins que dans les derniers refuges qui sont les récifs pristines, suffisamment isolés. Eh bien, on obtient ça au niveau des flux géniques. Donc là-dedans, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle.
La mauvaise nouvelle, on s'y attendait, on voit que le flux génique est impacté énormément. Et ça, c'est le processus d'extinction. Hein. On fragmente des populations, il y a de moins en moins de connectivité, d'échanges géniques, et au bout d'un moment, les espèces disparaissent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en ayant des derniers refuges, le flux génique est capable de partir de ces refuges qui sont connectés, ils ne sont pas complètement isolés. Donc il y a bien une connexion entre ces récifs isolés et les autres récifs. Donc en protégeant ces refuges, on a un système qui permet sur les temps de l'évolution de recoloniser, grâce à ces flux géniques, les autres récifs. Alors là, on est évidemment en train de travailler dans d'autres scénarios où il y a des populations résiduelles, parce que ces animaux n'ont pas disparu partout, donc des populations résiduelles dans les récifs impactés et des abondances beaucoup plus importantes dans les récifs isolés. Donc les conclusions du projet APEX, donc, pour l'instant, ce sont des conclusions, je dirais, préliminaires. Pour mieux les protéger, il faudrait restaurer le comportement naturel de ces animaux, il faut arrêter de les déranger. Il faudrait créer pour cela de très grandes réserves intégrales, c'est-à-dire que l'entrée est interdite, sinon on les dérange. Il faut protéger les derniers refuges, donc ces récifs isolés, notamment pour des raisons de connectivité et de flux géniques. Et il faudrait identifier les zones de reproduction dans lesquelles ils vont probablement pendant ces grandes migrations qui ont lieu en hiver. Alors, je sais que dans la salle, il y a aussi des scientifiques, donc si vous êtes intéressés par des résultats, certains sont publiés, donc ces publications sont disponibles, vous pouvez m'écrire un mail, je vous les passe, la plupart sont disponibles en ligne. Donc ça, c'est la production de Pristine et les premières productions du programme APEX, et d'autres publications suivent. Et ce travail scientifique, il a un objectif quand même, c'est d'éclairer la population, mais aussi de fournir des informations aux gestionnaires, de manière à ce que, dans cette année internationale des récifs coralliens, on espère que ces travaux vont pouvoir un petit peu aider les Calédoniens à choisir quel récif ils souhaitent pour demain. Des récifs où l'ensemble des fonctions sont assurées par les espèces et qui fonctionnent bien, qui produisent ces services écosystémiques, ou bien des récifs dégradés qui sont stables, mais qui ne sont pas forcément désirables. Voilà, je vous remercie, j'étais un petit peu long, si vous avez des questions, ça fait plaisir. Moi, je me demandais comment est-ce qu'on peut faire un compromis entre toutes ces recherches et la mine d'or qu'apparemment sont les océans pour des métaux rares, etc. Donc, il y aura forcément des forages et des mines sous-marines pour aller extraire tous ces métaux rares. Donc, voilà. Et puis le petit Total, là, dans le coin. Il marche, c'est là, voilà. Ouais. Donc, je vais commencer par répondre sur la Fondation Total. Donc, ces missions coûtent cher. Je suis prêt à prendre du financement de tout le monde. Et la Fondation Total, ce n'est pas l'entreprise Total. Comme toute entreprise, elle paye des fondations pour acheter une image, en quelque sorte. La vraie question qui se pose avec les fondations, c'est est-ce qu'ils nous donnent des ordres par rapport à nos résultats et est-ce qu'ils ont des intérêts particuliers liés à nos recherches. En quelque sorte, est-ce que les scientifiques qui prennent cet argent ont assez d'éthique pour ne pas être aux ordres de l'entreprise? Donc si vous voulez, il faut savoir que la Fondation Total est un des plus grands financeurs des recherches sur la biodiversité et qu'il finance également la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Donc voilà, on a besoin d'argent, donc sinon ces programmes ne se font pas. Donc il faut en être conscient. Par rapport à votre question sur l'exploitation, alors je ne suis pas spécialiste de l'extraction des métaux, etc. Mais je dirais qu'au niveau de la conservation, oui, il s'agit de compromis. Forcément, il s'agit de compromis. Vous avez toujours deux camps. Vous avez toujours une partie des gens qui veulent exploiter ou qui veulent valoriser et une autre partie des gens qui veulent conserver. Si vous mettez 100% de la barre d'un côté, rien ne se fera. Si vous mettez l'ensemble d'un écosystème sous cloche, vous aurez, pas la moitié, mais une certaine partie de la population qui ne sera pas contente. Et si vous faites l'inverse, voilà. Donc oui, il s'agit de comprimer. Moi, je suis scientifique, je fournis des résultats sur la biologie marine, mais les gestionnaires doivent faire des compromis entre les différentes parties pour trouver quelque chose qui soit acceptable, qui à la fois puisse protéger sans complètement empêcher tout. Maintenant, s'il y a des pratiques destructrices,
c'est autre chose. On peut parler de fractionnation du pétrole. Je sais que la France a pris des mesures en ce sens. Ce n'est pas mon domaine, mais je ne sais pas pour l'exploitation des métaux. Mais on peut parler de l'industrie touristique, par exemple. Il y a eu un article aujourd'hui dans Nature à propos du tourisme sur les oiseaux sur certains îlots de Chesterfield. Très bien. Je ne sais pas si vous avez lu cet article, il est sorti aujourd'hui, mais ce qu'il fallait dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement de la Calédonie a mis l'ensemble des Chesterfield en réserve naturelle, et on va dire à peu près 90% des îlots des Chesterfield en réserve intégrale. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus qu'ils vont. Donc si vous voulez, il y a toujours un côté négatif aux choses, mais il faut faire des compromis pour faire de la conservation, sinon on ne peut pas faire de conservation. En tout cas, c'est mon opinion. Une autre question ? Bonjour à tous, Laurent Lermite. Je représente au sein du comité de gestion l'association qui a été la seule à essayer de porter une voie de conservation et de préservation qui s'appelle Action Biosphère. J'aurais une question très précise sur l'état de référence, l'état initial. Car dans le reportage, on nous dit que toutes ces études devraient, et donc on utilise bien le futur, fournir un état initial. La position de l'association que j'ai portée a été qu'à défaut de cet état initial, on se devait de protéger intégralement toutes ces zones éloignées. Donc je voudrais savoir si, à votre avis, nous avons, à l'heure actuelle, un état initial correct pour savoir l'état de ces récifs. Et ensuite, j'aurai une deuxième question. Alors, on a un état de référence correct pour ces récifs, pour ce qui concerne les organismes qui ont été étudiés. Donc, moi, je travaille sur les poissons. Le programme Pristine, l'objectif était de faire un état de référence. Ça a été publié dans Nature Communication, la publication disponible. Donc, pour ce qui concerne la biomasse en poissons de récif, la diversité fonctionnelle en poissons de récif, on a un état de référence. Maintenant, pour ce qui concerne d'autres organismes, il y a beaucoup d'études, mais il n'y a pas forcément un état de référence sur tout. Donc, si on veut avoir, peut-être que Claude pourra répondre, parce qu'elle fait pas mal d'études également là-dessus. Donc voilà, on n'aura pas un état de référence sur tout, voilà. Mais les études doivent continuer, effectivement. Je voudrais simplement ici rappeler que cette notion d'état de référence, c'est quelque chose de très compliqué, et simplement dire que les récifs coralliens, ils sont exploités depuis les années 54. C'est-à-dire que il y a un très très bel article de monsieur Jeremy Jackson, qui date des années, enfin qui a 20 ans maintenant, ou peut-être plus, cet article, et qui explique bien la situation. Donc, les premières mesures, j'allais dire celles qui sont objectives, on va dire, sur les récifs coralliens, elles datent des années 80-85. Or, on sait très bien que depuis les années 50, les récifs sont exploités. Donc vous voyez, pour répondre à votre questionnement, le véritable problème qui se pose, c'est-à-dire finalement c'est quoi un état de référence? Quand on sait, il faut garder ça présent à l'esprit. Alors si j'insiste sur ces aspects-là, c'est que dans les autres écosystèmes de l'ancien monde, etc., les recherches et les données objectives, elles ont un siècle et demi. Donc on peut réfléchir à des états de référence quand on a ce recul-là. Mais dans les récifs coralliens, l'histoire est celle qu'elle est. Les premiers états de référence, on va dire quantifiés et quantifiables, et bien finalement, ils ont quoi? Ils n'ont même pas 35 ans. Voilà. Donc ce sont des sujets qui sont extrêmement compliqués. C'est pour ça que Laurent le disait tout à l'heure. Bon, Pristine, c'était un joli... oui, c'est joli, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, finalement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont pristines de quoi et pristines par rapport à quoi? Donc voilà, c'est à un moment donné, les études convergent vers quelque chose d'objectif et disent, voilà, si je compare tel milieu à tel autre dans un contexte donné, eh bien, ce milieu, il est plus riche que celui-là. Mais voilà, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus perdre de temps à se poser des questions, c'est quoi un état de référence? Parce que on court derrière quelque chose qu'on n'aura jamais. Voilà, depuis les années 50, 54, c'est les chiffres qui sont donnés dans la littérature, les écosystèmes coralliens sont exploités. Alors de manière différente, bien évidemment, mais ils sont exploités. Donc voilà,
Donc vous avez un gap de 30 ans entre le moment où on sait qu'ils ont été exploités avec des engins et le moment où on a les premiers chiffres qui donnent une référence un peu objectivisée. Alors ça vous réconforte pas, mais je crois qu'il faut il faut bien avoir conscience de cet état-là. Vous aviez une deuxième question, monsieur? Oui, donc je crois que les récifs comme Chesterfield n'ont pas été tellement exploités. Enfin, je ne sais pas si ça semble pristine, c'est que ça a été quand même protégé depuis longtemps. Toute la vie ou toute la nuit, je crois que c'est ça dont il faut bien avoir présent à l'esprit. Tous ces systèmes éloignés ont des marques d'anthropisation énormes. Il y a eu de la pêche à la baleine, il y a eu des campements qui ont été faits. Les récifs d'Entrecasteaux ont été exploités pour le guano pendant des décennies. Et ce que l'on a aujourd'hui, c'est le résultat d'activités passées, mais qui à un moment donné ont marqué, d'ailleurs marquent toujours, le paysage. Donc je crois que ce qui me semble important, en tout cas la responsabilité des scientifiques dans le questionnement que vous vous posez, c'est de ne pas faire porter à des termes comme pristine quelque chose qui n'y est pas. Voilà. Ce sont ces systèmes, ils ont été à un moment donné exploités, plus ou moins loin dans le temps. Donc, depuis, sans doute que des choses ont pu se restituer. Comme l'a expliqué Laurent, si la connectivité entre les populations n'est pas coupée, c'est-à-dire si on n'a pas fragmenté le milieu au point où il n'y a plus de connexion, même si ces systèmes ont été exploités, on peut imaginer que les populations se sont refaites. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, non, les Chesterfield, il y a eu une activité. Regardez toutes les épaves, lisez les magnifiques bouquins produits par, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'association Fortune de mer. Non, de l'activité, il y en a eu. Je veux dire, la trace de l'homme est partout en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Mais ce n'est pas gênant. Je veux dire, ça fait partie de l'histoire. Voilà. Moi, je vais rajouter quand même un petit détail. Donc, effectivement, personne n'est naïf. Un récif complètement vierge n'existe pas. Ensuite, il y a des espèces qui sont étudiées, d'autres pas. Donc, comment nous, dans le programme Pristine, on a défini et regardé si on pouvait marquer un état de référence, sachant que, effectivement, comme le disait très bien Claude, on se basait jusqu'à aujourd'hui sur les dires des anciens navigateurs et également sur des fossiles quand c'était possible. Mais il n'y en a pas assez. Donc la publication, elle est ici. La seule chose qu'on dit, c'est qu'on atteint un maximum. Donc je vais essayer de vous retrouver les graphes. Voilà, ils sont là. Donc si vous voulez, vous avez ici le temps de trajet qui a été démontré. Aujourd'hui, c'est un concept qu'on appelle la gravité. C'est issu de la théorie économique. Plus on est loin des capitales, notamment, plus c'est des attracteurs économiques. Donc ce temps de trajet ici en heures est un indicateur de la pression humaine. Ici, c'est par exemple la biomasse en poisson. Les courbes qu'on obtient, c'est toujours des courbes en S. C'est-à-dire qu'on part d'un niveau très bas, un plateau bas lorsqu'on est relativement proche de l'homme, et très abruptement, on monte à un plateau qui est à 100% quand on est suffisamment loin de l'homme. En fonction de la métrique qu'on va mesurer, vous voyez la biomasse ici en poisson, au bout d'environ 6h30, on arrive à ce maximum. Alors pourquoi on parle d'état de référence pour ce qui concerne les métriques poissons? C'est justement parce qu'on atteint un plateau. Même si ça a été exploité dans les années 50, pour ce qui concerne les poissons de récifs coralliens, on atteint un plateau. Et ce plateau signifie qu'on ne monte pas plus haut, y compris dans les années 50. Sur d'autres organismes, ça sera autre chose. Et quand est-ce qu'on obtient ce plateau? À quel degré d'isolement dépend de la métrique qu'on mesure. D'autres métriques, par exemple, ici c'est la diversité en espèces, le nombre d'espèces. Le plateau, c'est à 14 heures qu'a lieu ce S, à 14 heures de temps de trajet pour aller commencer à retrouver un nombre d'espèces. Ces courbes, évidemment, intègrent de la modélisation qui tient compte des paramètres, de l'habitat, de l'environnement, etc. Et le seuil à 20 heures de temps de trajet, il est lié à la diversité fonctionnelle qui est la plus longue
à récupérer et qui se trouve ici. Et donc là, vous avez deux types de métriques de diversité fonctionnelle. Celle-là qui chute de 60% et qui revient aux environs de 16h30 de trajet. Et celle-là qui chute uniquement de 10%, elle est beaucoup plus conservatrice et qui revient à 21h30. Pour les requins, c'est 25 heures. Donc voilà, la notion de référence est compliquée à définir, comme le dit très bien Claude, mais le fait d'avoir démontré ce plateau nous a permis de conserver ce terme pristine au sens, on arrive à un niveau qui peut servir de référence pour évaluer les impacts. Et ça ne sera pas possible pour tous les organismes. Y a-t-il une autre question? Alors, la dernière sera pour vous. Donc bonsoir Dominique, très intéressé par toutes ces interventions, magnifique image, on voit la qualité des études, et à la fois des éléments qui peuvent nous porter vers le pessimisme, mais en même temps vous nous amenez quelques pistes plus positives. Concernant la station, j'allais dire, concernant l'association Total, on pourrait dire beaucoup de choses. Moi, je n'aime pas non plus voir apparaître cette hypocrisie sur des études scientifiques. Non, la question principale, c'est celle-ci. Faire des réserves, est-ce que c'est la solution ultime? Est-ce que, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y aura pas une pression écologique telle, je veux dire, de pollution, etc., qu'au final, elles ne pourront pas résister à l'impact négatif que le monde est en train de vivre. Et je crois que la solution, elle est peut-être dans des techniques, mais elle est surtout économique et sociale. Merci. Je vais en profiter pour reprendre la parole parce que j'aimerais quand même exprimer la voix de l'association Action Biosphère, où j'invite les gens à aller lire nos articles sur le site de l'association et ce pourquoi on s'est opposé au plan de gestion. Parce qu'il y a une certaine hypocrisie. Les réserves naturelles, comme vous venez de le dire sur Chesterfield, n'empêcheront pas la société du Ponant de venir débarquer en 2 jours 200 personnes par groupe de 10 ou de 12 sur des petits îlots grands comme Mbécoin, où on peut s'imaginer les conséquences pour les oiseaux, donc état initial au niveau de la faune et de la flore, peut-être vous l'avez fait pour les poissons, mais pour les oiseaux, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant qu'il ne faut surtout pas les déranger. Lorsqu'on dérange des nidifications, on peut impacter sur toute une année la reproduction des oiseaux. Vous n'avez qu'à aller demander aux gens qui surveillent le phare Amédée combien il y a eu de nidifications d'oiseaux dans la zone protégée du phare. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas désinformer la population. Et donc je l'invite à s'informer par elle-même sur les différents sujets. Voilà. Une réserve, si elle n'est pas liée à des lois contraignantes importantes, ne protège pas la zone. Voilà. Je vous remercie. Merci pour ces interventions. C'est justement tout l'intérêt de ces rencontres entre ces différents publics, scientifiques, sociétés civiles et gestionnaires. Tu souhaites répondre avant que je passe le micro à Christophe Chevillon? Bonsoir, Christophe Chevillon, je dirige l'ONG Pew Charitable Trust, ici en Nouvelle-Calédonie. Je suis aussi un ancien chercheur de l'IRD et un ancien gestionnaire des aires marines de la province. Alors là, je suis vraiment embêté parce qu'on en a pour 1 heure à s'expliquer sur ce que vient de dire Action Biosphère. Pour faire très bref, Action Biosphère dit qu'ils sont les seuls à porter de la conservation. Ce n'est pas un endroit pour polémiquer, mais il y a un moment, si vous voulez, où on ne peut pas laisser dire tout et n'importe quoi. Donc Laurent, vous n'êtes pas les seuls à porter la conservation. Au sein du comité de gestion du parc, il y a un collège de la société civile qui est constitué des ONG et de toutes les associations locales. Et tout le monde porte la conservation. Avec des visions diverses, oui. Mais tout le monde, dans ce collège-là, en tout cas, œuvre à la conservation. Vous vous êtes opposé au plan de gestion et aux différentes mesures. Donc, si on suit votre raisonnement, comme celui de PLP, on arrive... Si, elle a fait un courrier contre. Bon, enfin bref.
si on suit, oui, mais on peut pas laisser dire ce qu'il a dit. Donc on peut pas. Si tu t'opposes au plan de gestion, on arrive à une situation où il n'y a aucune mesure de protection qui est prise pour les Chesterfield et avant l'arrivée du Ponant. Aujourd'hui, il y a quasiment 95% des îlots écailles qui sont proposés en réserve intégrale. Quasiment les 2/3 de Chesterfield sont proposés en réserve intégrale et tout l'ensemble de Chesterfield et Bellona est proposé en réserve naturelle. D'accord ? Donc, c'est des vraies mesures de protection. En parallèle, il y a eu un travail du parc sur la réglementation du tourisme dans le parc. Donc, il y a deux façons de contrôler l'arrivée du Ponant. Juste un petit mot sur les grandes réserves, puisque monsieur a mis en doute donc, l'efficacité de ces réserves. Donc ces réserves, elles ont à peu près les mêmes qualités que les réserves de la province, les réserves provinciales, avec en plus, comme il y a plus de taille, il y a plus d'habitat, plus d'espèces, plus de fonctions, ça protège davantage des espèces qui ont des grandes distances de déplacement, et elles ont un effet sur la résilience, c'est-à-dire qu'effectivement, une réserve ne pourra pas arrêter la pollution. Mais une réserve qui protège un écosystème et qui le maintient en bonne santé va lui permettre de mieux résister aux agressions de la pollution ou du changement climatique. Bon voilà, je suis désolé, je ne pouvais pas laisser dire n'importe quoi, ce n'est pas forcément l'endroit, mais il y a des tas de choses à dire, on pourrait en parler encore 1 heure. Je vous remercie. Je vous propose de clore la soirée par un petit rappel néanmoins sur l'objectif premier qui était la présentation d'un ouvrage capitalisant 70 ans de recherche sur ce milieu exceptionnel. Et je pense que voilà, la passion qui vient de s'exprimer là dans les débats montre tout l'enjeu que ça représente. Et donc je vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent en savoir plus sur les requins ce vendredi soir, parce qu'il y a une nocturne à l'aquarium avec Laurent toujours aux manettes, et un rendez-vous au village, donc côté gestion participative ou question exploration scientifique, le dimanche 8 juillet, à l'occasion de la célébration des 10 ans du patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci de votre présence, une bonne soirée à tous, à bientôt.